Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 164, et aujourd'hui je reçois Romain Collignon avec qui on va parler de culture d'entreprise. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit un invité, Romain Collignon. Ça fait longtemps qu'on avait planifié cette entrevue. J'avais très hâte de lui parler parce que on s'était arrêté... Romain a une grande expérience. Il y a beaucoup de... Ça fait longtemps qu'il travaille sur le web. Ça fait longtemps qu'il est entrepreneur. Et il y avait tellement de sujets sur lesquels j'aurais aimé discuter avec lui, mais il y en a un qui m'intriguait encore plus. J'avais tant envie d'avoir cette conversation et donc j'étais très heureuse de enfin pouvoir le recevoir sur ce podcast. On parle ici de culture d'entreprise et c'est quelque chose que j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous avons déjà entendu parler quand on était salarié. Hein. Moi, je me rappelle en tant que salarié, quand je travaillais dans le corporatif et je travaillais au niveau des communications, puis souvent on devait travailler au niveau des communications internes. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le milieu des services financiers et puis un de mes premiers... Le premier vrai poste a été de travailler sur un brand, sur une marque d'entreprise. Il fallait qu'on fasse un rebrand après 25 ans d'existence. Et ce qui était intéressant, c'était que cette entreprise pour laquelle je travaillais, elle avait grandi un peu comme un conglomérat. C'était plusieurs petits bureaux qui avaient été achetés au fil des ans par l'entreprise mère qui était à Montréal et c'était des bureaux un peu partout au Canada. C'était des gens qui s'étaient rassemblés puis il y avait des vice-présidents dans chacun des bureaux et tout ça. Et donc, le travail de faire un brand avec plein de petits éléments qui avaient déjà des cultures différentes. Puis si vous pensez, hein, le Canada, c'est quand même grand. La culture ici au Québec est différente de la culture en Colombie-Britannique ou en Ontario. Donc, c'était quand même un travail de réflexion assez complexe. Hein, j'étais dans ma vingtaine à ce moment-là, donc c'était un travail complexe pour quelqu'un qui se lance aussi, qui est pas qui n'a pas des années et des années d'expérience dans ce domaine-là, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire de créer une culture d'entreprise et d'avoir les gens on board, hein, de les amener avec nous dans cette vision. Et quand je suis devenue entrepreneur, c'est comme un peu un terme qui est plus devenu aussi pertinent parce que souvent, les personnes avec qui je travaillais, elles travaillent seules ou elles travaillent avec une assistante. Ils n'ont pas nécessairement des grosses équipes, n'ont pas nécessairement cette grande amplitude-là qui fait qu'on pense peut-être un peu moins à l'importance de la culture d'entreprise dans nos domaines, surtout si on travaille sur le web ou on est consultant puis on est amené à travailler souvent dans les entreprises des autres. Mais je crois que le concept de culture d'entreprise a quand même sa place dans les conversations sur l'infopreneuriat, sur l'entrepreneuriat web, et c'est ce qu'on développe avec Romain dans cette entrevue et aussi un peu où, dans notre évolution entrepreneuriale, on commence à réfléchir à cette problématique-là, où ça commence à nous servir, surtout quand on est dans un processus d'expansion ou de croissance, ou justement dans un processus de positionnement. On va notamment parler du lien entre brand et culture et qu'est-ce qu'on fait aussi quand on est
une personne unique à la tête d'une entreprise versus quand on a une équipe. Bref, tout un tas de sujets dérivés sur cette question-là. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Romain Collignon? Romain est le fondateur de Squared, un accélérateur à destination des entrepreneurs évoluant sur le web. Pour Romain, la croissance nécessite un plan. Il s'agit d'une intention qui doit être structurée pour être pérennisée. Donc, accompagné de son équipe expérimentée, il a conçu et pilote le Mastermind 67 et 78, qui sont des programmes d'accompagnement personnalisés pour accélérer la croissance durable de l'entreprise comme de l'entrepreneur via la structuration et l'échange. Romain transforme la complexité des entrepreneurs en des systèmes simples et vertueux et il contribue ainsi à les libérer pour leur redonner le pouvoir de croître. Romain a cette capacité à attirer, fédérer et faire collaborer ensemble des communautés d'entrepreneurs ambitieux, déterminés et engagés. Et ce sont ces communautés qui deviennent le coefficient multiplicateur de chaque entrepreneur. Donc avec cette vision, avec tout ce que Romain a fait aussi dans sa propre expérience entrepreneuriale, on discute justement des enjeux et des opportunités qu'il y a à créer une culture d'entreprise forte. Et sans plus attendre, je vous laisse avec notre entrevue. Bonjour Romain, bienvenue sur l'ambition au féminin. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Tatiana, c'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Oui, surtout que ça fait un petit bout qu'on échange et puis là, le moment est enfin arrivé d'avoir cette conversation, donc pleine de gratitude que tu sois là. Je commence toujours mes épisodes avec une question brise-glace. Ça nous apprend à te connaître sous un autre angle et aussi ça brise la glace. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petit? Mhm. Tu l'as en plein dans le mille et il y aura un lien que je pense qu'on va partager aujourd'hui. Je voulais être cuisinier. Ah ouais! Ouais, je voulais faire à manger. J'ai une maman qui m'a toujours rempli de bons petits plats et aujourd'hui, ce sont nos clients aussi qu'on aime rassembler. On en parlera peut-être autour de bonnes tables, mais non, c'était cuisinier, ouais. Est-ce que tu cuisines beaucoup aujourd'hui aussi? Bah justement, j'ai pris la fibre de cuisiner il y a à peu près 3 mois. Donc pour te dire, Oh! il s'en est passé du temps. Donc c'est peut-être, je suis en train de réaliser peut-être un rêve d'enfant en ce moment. Ben là, c'est génial, là. Puis, t'es plus pâtissier ou cuisine salée, savoureux? Cuisine savoureuse et efficace, tu vois? Génial. J'aime ça faire ce lien-là parce que justement, on fait des liens avec là où on est rendu. Je pense qu'il n'y a pas de... Ben, il y a des hasards dans la vie, mais on se ramène toujours là où on devrait être. Genre, j'ai confiance dans les chemins qu'on suit dans notre vie. Puis, si tu veux nous parler peut-être un peu de comment, justement, t'en es arrivé à devenir entrepreneur, peut-être à intégrer le monde de l'infopreneuriat, parce que c'est un terme quand même que tu utilises assez sur ton site ou sur la façon dont tu décris les services que tu rends. Donc, ça a été quoi pour toi cette histoire avec l'infopreneuriat? Là, on enregistre, on est en 2024. Je suis tombé dedans en 2008. Donc ça va faire 16 ans. Wow. Et le mot infopreneuriat n'existait pas encore à l'époque. On peut le définir par... c'est une industrie qui est née à partir, ouais, je dirais, de 2007-2008. Donc j'étais un des précurseurs et qui consiste à la base à vendre de l'information pour éduquer, mais qui aujourd'hui s'est tellement développé en coaching, en accompagnement, en consulting. Je la définirais par on a un savoir-faire, on a une expertise et oui, on la partage et on en fait un métier et on en développe une entreprise quand on arrive à passer ces différentes steps de l'entrepreneuriat. Mais je suis tombé dedans en 2008, ouais, ça fait déjà 16 ans. Wow. Et je trouve ça intéressant parce que quand je pense 2008, c'était beaucoup le marché américain qui dominait à ce moment-là. Ben, en fait, ce l'est encore selon moi. Je pense que ça prend quand même du temps pour la France et même le Québec de rattraper ce qui est fait aux États-Unis. Est-ce que pour toi, t'es rentré justement par cette culture plus américaine? En fait, l'infopreneuriat, c'est juste un dérivé du marketing direct à la base, qui est très
qui est très prégnant aux États-Unis. Ils ont cette culture marketing, même d'innovation. Donc, quand tu dis qu'en 2008, ils avaient peut-être 5 ans d'avance sur nous à l'époque, après, on a dit 3 ans d'avance. Maintenant, ils ont peut-être 6 mois d'avance. J'en sais rien parce que, quand même, on est très connectés. Mais ça vient aussi d'une industrie qui était à la base la vente en porte-à-porte, vente Hmm. d'encyclopédies, ce genre de choses. Donc, c'était des techniques papier de marketing de l'époque des Mad Men, du copywriting, etc., qui à un moment donné, c'est juste digitalisé quand Internet est arrivé. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris, notamment au début, parce qu'il n'y avait aucune source d'information en français avec les acteurs majeurs des États-Unis à l'époque. Certains existent encore, d'autres ne sont plus là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris aux US. Ouais. Mhm. Mais l'industrie du coaching aussi s'est développée de ce côté-là. Toi, est-ce que tu t'identifies aujourd'hui plus comme coach, comme marketeur, comme CEO? C'est quoi les casquettes que tu aimes porter? Je pense que dans ce métier d'infopreneuriat, je les ai toutes faites. J'étais Mhm. coach, j'étais formateur, j'étais consultant aussi. Là, aujourd'hui, je considère pleinement comme un dirigeant d'entreprise, voire même de plusieurs entreprises. Mais tu vois, on parle de 16 années, ça a évolué au fur et à mesure, où je pense qu'au démarrage, j'étais artisan. J'ai essayé de faire mon blog, j'ai essayé de faire, tu vois, ma première newsletter. Donc vraiment, et en 2008, il y avait à l'époque pas tous ces outils aussi, voilà, plug and play qu'on a aujourd'hui. Donc il fallait être un petit peu geek sur les bords pour pouvoir faire des choses sympas. Et j'ai un diplôme d'ingénieur et je pense que ça m'a aidé au démarrage. Mais maintenant, je me considère pleinement comme un dirigeant d'entreprise. Hmm. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'il y avait cette ouverture parce que justement, pas tout le monde avait les aptitudes pour se démarquer sur le web. Le web était quand même assez nouveau, puis transférer les techniques justement de marketing ou cette vision-là aussi de comment est-ce qu'on construit une entreprise pleinement sur le web, euh, c'était quand même assez nouveau, puis pas tout le monde avait... pas tout le monde savait non plus comment le faire. Là, maintenant, on a Google, on a YouTube, on peut vraiment genre Chat suivre GPT. on a ChatGPT, on peut suivre des choses pas à pas, mais à ce moment-là, il y avait un grand besoin de débrouillardise puis d'un certain Ouais. degré d'aventure aussi. C'était le Far West, vraiment. C'était le Far West. Il y avait toutes les routes à tracer. Maintenant, les routes sont tracées et on peut commencer à construire des choses plus facilement. Mais ouais, bon, ouais, ouais. Ouais. C'est il y a longtemps. J'ai l'impression, j'ai l'impression de faire le, le gars old school, mais c'est vrai qu'en 16 ans, ça a tellement évolué, quoi, l'industrie. Ouais, puis j'imagine que ton entreprise a évolué beaucoup. Est-ce que tu comptes les pivots que tu as fait depuis 2008 ou 4. Ouais, ouais, je peux te les compter. Je peux te la faire très rapidement. Entre 2008 et 2011, j'avais un blog sur le Human Beatbox, l'art de faire de la musique avec sa bouche, parce que je suis nice? quelqu'un de très curieux, très passionné comme toi. Et j'avais le blog le plus visité en France sur ce sujet-là, qui était un sujet de niche, mais sur lequel je peux dire que je voulais être entrepreneur, mais j'avais une entreprise qui ne générait pas du tout de revenus, donc j'étais plutôt, on va dire, wannabe entrepreneur. Entre 2011 et 2015, j'ai lancé un site qui s'appelle le Décodeur du non-verbal, sur lequel je partageais en fait des tutos, l'apprentissage de la communication non verbale, comment comprendre les gestes, comment comprendre l'autre, etc. Et c'est à ce moment-là où j'ai lancé ma première formation en ligne en 2011 ou 2012. Et c'est là où finalement je suis devenu entrepreneur. Et puis après, Hmm. en 2015-2016, avec toutes ces techniques marketing que j'apprenais et où tous mes, mes amis potes de l'infoprenariat dans les autres niches venaient me questionner sur mais comment tu as mis en place ce funnel, comment tu as mis en place cette newsletter, comment tu as mis en place ce webinaire, parce que je testais tout sur business. J'ai commencé à coacher. Et puis la vraie histoire aujourd'hui de Squared, dont je suis le fondateur, a vraiment démarré en 2016. Donc il y a 8 Quand ans. même, hein? Ça fait quand même. Ça, Voilà. c'est le moment où moi j'ai commencé mon entreprise. Donc, Et ça fait déjà longtemps, tu vois, 8 ans en arrière dans l'infoprenariat, euh, bon, je sais pas ouais. si je peux faire la référence, mais tu fais déjà partie des dinosaures, quoi. Oui, oui, Ça fait oui. 8 Non, ans, non, mais c'est loin, hein. c'est ça qu'on réalise pas aussi parce que les choses changent énormément, changent très, très rapidement dans le Mm. milieu du web. Puis il y a des feux de paille aussi. Donc, c'est de naviguer à travers dans quoi on s'investit, puis dans quoi on laisse de côté. Puis, mais c'est intéressant ce fil directeur. Puis j'ai noté que quand tu as dit c'est là que je suis devenue entrepreneur, donc avec ton deuxième pivot, euh, pour toi,
devenir entrepreneur, est-ce que c'était simplement relié à ce que tu générais comme argent ou il y avait d'autres qualités plus personnelles euh, que tu avais décidé d'adopter? Hem, Moi, je peux partager mon expérience, je sais pas si c'est la définition, mais c'est le jour où j'ai décidé de prendre ma vie en main, parce que j'étais salarié à l'époque, donc j'ai quitté la boîte pour laquelle je travaillais. Ce qui m'a forcément rassuré, c'était d'avoir fait un super lancement, de formation en ligne où financièrement, bah, du coup, j'avais cette sécurité. Donc c'est je pense à partir de ce moment-là que je suis devenu entrepreneur. Mais après, il y a eu aussi tout un parcours de devenir entrepreneur et chef d'entreprise où, dans Mm. les besoins de la boîte, on a besoin de recruter, on a besoin de s'entourer, on a besoin de mettre en place une culture d'entreprise. On va certainement en parler aujourd'hui et ça, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Donc, j'ai envie de te dire, oui, le côté, au départ, j'étais artisan pendant 3 ans, je testais les trucs, mais sans vraiment, je voulais être entrepreneur, mais sans vraiment avoir, la l'audace de pouvoir y aller. C'est vraiment la première fois où, j'ai généré des revenus, où je me suis dit: «OK, j'y vais à fond, à 100, je suis engagé» et là, je pense que la casquette d'entrepreneur, elle est née. Elle est arrivée. Mm. Mm. Et ensuite, il y a eu chef d'entreprise. Est-ce que c'est la progression logique selon toi? Ouais, alors nous on a un framework avec, donc Squared est un accélérateur d'entrepreneurs. On a l'opportunité de travailler avec des entrepreneurs, notamment au sein d'un écosystème qu'on appelle le mastermind, où on les Mhm. réunit très, très régulièrement pour pouvoir, échanger ensemble et progresser ensemble et c'est vrai qu'on voit 4 phases, dans le développement et la maturité d'un entrepreneur ou tout au moins de quelqu'un qui construit une entreprise. C'est qu'au démarrage, on est artisan, on essaye de tout faire, heu, on touche à tous les pôles, marketing, sales, opérations, finance, souvent on laisse un peu de côté parce que ça c'est quand on commence à avoir des sous qu'on s'intéresse à ces questions-là et puis à un moment donné, bah, voilà, on crée une certaine traction, on commence à avoir une certaine prédictibilité pardon, dans le business model. Et puis là, on est juste sous l'eau en fait. On fait trop de Mhm. trucs tout seul et on commence à se dire il faut que je recrute un assistant, il faut que je recrute peut-être quelqu'un qui va gérer mes réseaux sociaux. Et donc là, dans la posture, on est obligé de changer. On peut plus être artisan. On commence à former sa petite équipe et c'est là où, à mon sens, on devient un entrepreneur. C'est-à-dire que on a un projet dans lequel on embarque des gens jusqu'à un moment où finalement l'entrepreneur, on a besoin d'avoir une vraie équipe qui doit gérer l'ensemble des opérations de l'entreprise. Hein. Nous, c'est notre philosophie, c'est que on va essayer de libérer au maximum l'entrepreneur dans toutes ses opérations quotidiennes, lui faire retrouver du temps, du focus, de la ressource comme ça, pour qu'il puisse réinvestir ce temps, ces ressources dans des nouveaux projets de croissance. Et à un moment donné, bah, on devient chef d'entreprise. Mhm. Et puis il y en a un dernier où le stade au-dessus de ça, c'est que bah, on est chef de son entreprise, mais à un moment donné, quand on commence à avoir plusieurs entreprises, on est plus, on va dire, dirigeant investisseur. C'est plus du Mhm. tout la même logique. Et ça, moi, c'est des sujets que je commence à toucher à titre personnel, de comment on pilote plusieurs entreprises en même temps. Mais encore une fois, c'est un travail un peu en escalier qui, certes, c'est comme si on mettait des critères autour de ce parcours par rapport au chiffre d'affaires qu'on développe, par rapport aux équipes qu'on a, mais c'est aussi et beaucoup du mindset. Mhm. Des étapes par lesquelles on doit passer. Par exemple, recruter, si on n'a pas encore compris comment lâcher prise, comment on fonctionnait pour lâcher prise, on passe jamais à l'étape du dessus. Donc ça, c'est du Mhm. travail aussi clé. C'est vraiment intéressant comment tu as identifié les phases, puis je suis 100% d'accord avec toi. J'avais fait un travail similaire. Là, en ce moment, j'ai un un programme qui s'appelle Autopoésis. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que ça représente Ben comme non, terme, mais dis-moi. c'est un terme en biologie de l'auto-organisation des cellules. Et il y a des phases de maturité aussi quand un organisme vivant, que ce soit un jardin, que ce soit comme une cellule humaine ou peu importe, Hmm. arrive en termes genre d'auto-organisation et effectivement jusqu'à un certain moment, euh, il y a cette délégation des ressources. Bref, je trouve juste ça fascinant qu'on ait quand même des frameworks assez similaires parce que ça suit les phases de maturité des entreprises telles qu'on les apprend aussi dans les livres d'affaires, dans les livres de marketing. C'est pas quelque chose qu'on réinvente, mais c'est quelque chose que je pense que quand on rentre dans le milieu entrepreneurial, on n'y pense pas nécessairement de cette façon parce qu'on est tellement focusé sur faut que je Ouais. fasse de l'argent pour payer mon salaire, puis payer mes dépenses, puis tout ça, qu'on voit pas la croissance
d'un point de vue plus méta ou d'un point de vue plus extérieur, puis dans quelle direction on s'en va. Hmm. Ouais. Ça me parle, je suis aligné. Et je pense que c'est là que ça devient intéressant de imbriquer la question sur la culture d'entreprise parce que ça aussi, c'est un terme qui n'est pas souvent utilisé par les entrepreneurs qui sont peut-être solo dans leur pratique, mais qu'on entend souvent, par exemple, dans le monde du salariat ou, bon, moi, je venais du monde, tu sais, j'ai travaillé dans le corporatif pendant plusieurs années, puis je travaillais aux communications, je travaillais au marketing, puis la culture d'entreprise, c'était quelque chose dont on parlait quand même assez souvent, qu'il fallait la protéger, même si, même dans les grandes entreprises, des fois, c'est quand même assez vague de comprendre c'est quoi leur culture parce qu'elle n'a pas été nécessairement systématisée ou elle n'a pas été verbalisée d'une façon où tous les employés peuvent comprendre comment ils s'alignent. Donc, j'étais curieuse de savoir peut-être, premièrement, comment toi, tu définis une culture d'entreprise, puis l'importance que ça a autant pour l'entrepreneur que pour le dirigeant, tu sais, puis cette transition-là entre ces deux rôles. Tu as mentionné le mot aligné et j'étais en Mhm. train de réfléchir pendant que tu parlais sur tous les bienfaits, les avantages de s'intéresser d'une part à la culture d'entreprise, mais aussi de mettre en place des choses, parce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut mettre en place. Et tu as dit le mot alignement, et je crois que moi, c'est ce que je vis aujourd'hui chez Squared, c'est un alignement des équipes, à la fois dans la direction vers laquelle on va, la façon, enfin comment on y va, et aussi de quelle manière on y va. Et j'ai un triptyque, alors je pense pas qu'il est de moi, parce que j'ai dû le piquer quelque part à un moment donné, mais c'est se dire que la culture d'entreprise, elle est guidée par la vision de où est-ce qu'on va avec la boîte. Et un des rôles du chef d'entreprise ou du CEO visionnaire, c'est d'être en mesure de pouvoir cristalliser la direction, le cap que va prendre l'entreprise en termes de projet dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. La façon dont on va y aller peut-être aussi, et ce pourquoi et la raison pour laquelle on va là-bas. Et c'est ce qu'on peut appeler la mission. Donc il y a la vision et la mission. Nous, chez Squared, notre mission, c'est de vaincre les solitudes de l'entrepreneur. On se rend compte qu'il y a une stat d'un organisme en France qui s'appelle BPI, que 47% pardon, des entrepreneurs se sentent seuls. Et la Mm. solitude, elle peut être solitude dans la décision, solitude dans le statut même d'entrepreneur, solitude dans les relations. Il y a cette solitude qui existe. Et nous, je sais que ce pourquoi avec l'équipe, on se lève chaque matin, à travers notamment les masterminds, ces regroupements d'entrepreneurs qu'on organise. Mais tu vois, dans une semaine, on va organiser un dîner à Paris, on sera plus d'une cinquantaine. Bah, c'est pour contribuer justement à vaincre ces solitudes. Et après, il y a effectivement ce troisième pilier dans le triptyque, c'est les valeurs de la boîte, sur lequel généralement le CEO fondateur contribue. C'est souvent une extension de sa façon de fonctionner, mais qui sont pour moi l'ADN de la boîte. C'est quel comportement chaque collaborateur dans la boîte va avoir quand on ne le regarde pas. Mm. Quand une décision est à prendre et qu'on ne sait pas si on doit la prendre ou non, quand on passe cette décision au filtre des valeurs, on sait, peu importe le résultat, si on avait raison ou pas raison. Et moi, je sais que chez Squared, on a 5 valeurs cœur qui sont expliquées à l'onboarding, qui sont aussi répétées très régulièrement et valorisées au sein de la boîte. Ce qui fait qu'il y a un alignement aussi en termes d'équipe, c'est-à-dire qu'on recrute nous sur les valeurs et aussi on se sépare si il y a eu un mauvais fit de valeurs au recrutement. Donc ouais, voilà un petit peu ce que je pourrais te partager sur ma notion de culture d'entreprise, même si dans l'échange, je suis sûr, on va pouvoir aller aborder d'autres sujets. Mhm. Ouais, puis bon, c'est assez structuré, puis c'est des termes que les gens vont reconnaître, mais j'ai l'impression aussi que parfois, ce que j'ai remarqué, c'est que les valeurs restent quand même assez abstraites. Tu sais, Mhm. ça reste quand même quelque chose de très... oui, c'est un principe directeur, mais c'est quand vient le temps de les appliquer dans le quotidien ou dans les décisions, justement, qui sont peut-être un peu plus... qui sont pas nécessairement noir ou blanc, qui sont dans les zones de gris, que ça devient difficile de se laisser guider par ça. Puis, bon, premièrement, je sais pas si je te vois comme hocher de la tête, donc Je suis d'accord avec toi. que tu approuves, mais aussi,
est-ce que ça, tu considères être une aptitude à développer ou c'est un travail de réflexion qui doit être fait un peu plus en amont sur qu'est-ce que veulent dire vraiment ces valeurs dans l'entreprise? Bah, je vais te donner 2 exemples parce que là, aujourd'hui, j'ai fondé Squared en 2016 et l'année dernière, j'ai cofondé une autre entreprise qui s'appelle Fractional, dans laquelle on place des directeurs des opérations à temps partagé auprès de Mmh. CEO visionnaires. Donc j'ai refait ce travail des valeurs, très, très récemment, 2 mois après le démarrage de la nouvelle structure, parce que pour moi, c'est clé et ce que tu dis effectivement, c'est que les valeurs, on peut le voir sous le prisme à l'américaine, tu as 5 mots derrière le bureau du boss, inspiration, transparence, j'en sais rien. C'est bien, mais en fait, ce qui est intéressant dans les valeurs, c'est comment elles vivent au jour le jour. Donc, je vais te donner peut-être un exemple. Chez Squared, on a une de nos valeurs cœur qui est l'énergie positive dans chacune de nos interactions. Ok, bon déjà, c'est pas énergie, j'aurais pu écrire énergie, non, c'est énergie positive dans chacune de nos interactions. Et à partir de là, je vais te donner un exemple de nous, comment on la vit. Dans nos masterminds, il y a un processus de sélection, de recrutement pour pouvoir y rentrer. Et à la fin de l'entretien, qu'on pourrait appeler un entretien de vente, mais c'est surtout, nous, une façon de savoir est-ce que les membres qui vont nous rejoindre ont cette énergie positive. Et Mmh. est-ce que cette personne-là qu'on va avoir nous laisse avec plus d'énergie à la fin du call qu'au démarrage? Et nous, est-ce qu'on l'a laissé aussi avec plus d'énergie? Parce que si on sait qu'on fait ça, la qualité de nos groupes, elle est juste extraordinaire. Parce qu'il suffit qu'il y ait une personne sur un groupe de 40 qui soit le vert dans la pomme, ça te fait baisser l'énergie de tout le monde. Donc ça, c'est une Mmh. de nos valeurs cœur, tu vois, qui est illustrée avec un exemple. Et surtout qu'on valorise tout le temps. Je pense que ça fait 5 ans que je parle d'énergie, que j'en parle souvent aussi sur les podcasts. On a par exemple avec l'équipe un rituel. Donc tous les trimestres, on se retrouve sur Zoom avec l'équipe. On a une équipe qui est composée d'une douzaine de personnes et on travaille de manière asynchrone et remote. Mais on se reconnecte. Et ça fait partie d'ailleurs d'un rituel de culture d'entreprise tous les trimestres, à la fois pour regarder tout ce qu'on a fait le trimestre précédent et puis tout ce qu'on va faire au trimestre suivant. Et on commence ce meeting par ce qu'on appelle un core value shout-out. Ce qu'on pourrait dire en français, c'est shout-out, je ne sais pas comment on pourrait le dire en français. Une déclaration, je ne sais pas, Ouais. Mmh. des valeurs cœur. Et en fait, on a 5 valeurs cœur, on les fait tourner au hasard. Et on va désigner quelqu'un dans l'équipe qui va faire un shout-out à quelqu'un d'autre de l'équipe parce qu'il a, pendant le trimestre, à travers une action bien précise qu'on va citer, eh bien, illustrer cette valeur cœur. Et en fait, en répétant Mmh. ça déjà tous les trimestres, et on adore faire ça, on adore le préparer, J'adore parce qu'on ça. prépare tout, on prépare les core value shout pour chacun des membres, et comme c'est au hasard qu'on va tirer la personne qu'on doit féliciter d'une certaine manière, bah voilà, et en fait, c'est ça, les valeurs cœur, elles doivent se vivre, et moi, je sais que dans le Slack, dès que je vois, en tant que mon rôle de CEO visionnaire et aussi de garant de la culture d'entreprise, dès que je vois un comportement, une action qui est faite et qui va à la fois, nous on a une core value simplicité aussi. Mmh. Quand je vois un truc qui est hyper simple, hyper smart, tu vois, je vais applaudir et dire Note. bravo parce que c'est voilà. Mais quand des fois on est dans un Zoom et que je sens que ça brainstorm un peu trop et que ça devient complexe, je lève la main et je dis attention la core value, et en fait ça remet tout le monde dans l'alignement que tu as toi-même exprimé tout à l'heure. Donc ça se vit Mmh. les valeurs. Mmh. Puis ce que j'aime avec ce que tu partages, c'est comment tu le pratiques ou tu sais, tu aides aussi tes les membres de ton équipe à le pratiquer et à le voir dans différents contextes aussi, parce que je pense que c'est ça aussi qui est important de le sortir justement de son, de sa fixitude ou de sa fixité, un peu plus, théorique, puis de le rendre très vivant comme ça dans l'entreprise. Super bonne idée. Hem Et en même temps, je me demande à quel point comme là, par exemple, tu donnes cet exemple de l'énergie positive ou de la simplicité. Si on n'est pas encore rendu à avoir une équipe de 12 personnes qui sont capables de renvoyer cette énergie-là ou de renvoyer ces reflets, hem, comment est-ce qu'on vit ça en tant que, futur CEO ou entrepreneur en devenir ou, comment est-ce qu'on le pratique pour nous-mêmes, en fait, quand on n'a pas les reflets peut-être? Moi, si je regarde en arrière, j'ai commencé à vraiment me poser la question de structurer ça pour la boîte quand j'en avais besoin. Et avant, en Mmh. fait, ça m'a pas forcément, c'était pas forcément important puisque, j'étais tout seul ou alors juste avec une personne, et il y avait pas besoin de cet outil-là. Je pense que c'est aussi important, de mettre en place les bons systèmes dans la boîte au moment où c'est important.
Par contre, ce qui peut être toujours intéressant, c'est de faire un travail là à titre personnel sur nos valeurs hautes, qui souvent nos valeurs à titre personnel vont venir insuffler la culture d'entreprise. Il y a le docteur, je ne sais pas si tu connais cet américain, le docteur DiMartini, John DiMartini, qui est très connu pour ça. Il y a un livre, il fait des séminaires, il est connu dans le monde entier sur ses valeurs. Ce concept de valeur, c'est qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie au quotidien, dans quoi tu investis le plus d'argent, dans quel domaine tu passes le plus de temps, etc. Et en fait, il te pose une quinzaine de questions et quand tu regardes, tu vois des patterns. Tu vois en fait que il y a des choses que tu fais hyper naturellement qui viennent te nourrir, que tu pourrais faire ça toute la journée. À la fin de la journée, en fait, tu as Mhm. encore de l'énergie, tu as encore envie d'en faire. Et je pense que ces valeurs de boîte, il faut qu'elles soient connectées aux valeurs de l'entrepreneur. En tous les cas, quand on fait ça, on s'assure en tant qu'entrepreneur. Et tu vois, à Squared, les masterminds, ça vient nourrir des valeurs qui sont très, très fortes d'apprentissage, de connexion. Moi, j'ai une maison de génie, c'est de pouvoir prendre différents éléments, de les connecter ensemble et donner du sens à ça. Alors, ça peut être sur des concepts comme, tu vois, là, quand je parlais de triptyque sur la culture d'entreprise, mais ça peut être aussi quand je vois genre 20 personnes ensemble, je vois directement les connexions qui vont co-créer de la valeur ensemble. Ça fait partie de ma zone de génie. Et le business Squared, si tu veux, tourne autour de cet axe central. Alors là, je te dis ça avec le recul, en regardant en arrière, en fait, j'ai découvert au fur et à mesure, mais notamment en faisant ce travail sur les valeurs. Et je pense que pour répondre à ta question concrètement, quand on n'a pas encore d'équipe, juste être au clair sur ce qui nous anime avec nos valeurs hautes, c'est la meilleure des premières étapes. Hmm. Est-ce que tu fais une distinction avec ton brand ou ta marque? Parce que récemment, j'avais une conversation avec une personne qui avait dans un de mes groupes, justement, qui avait un enjeu à décider si oui ou non elle allait continuer avec un client ou non. Puis c'est là que pour moi, la question de la culture d'entreprise était importante parce qu'à quelque part, même quand on travaille avec des clients, on a deux cultures des fois qui vont clasher ou surtout en tant que consultant, je pense que toi aussi tu as travaillé comme consultant, des fois on va être intégré dans une Mm. entreprise qui a déjà une façon de fonctionner ou que ce soit des valeurs ou non, parce que des fois, c'est peut-être une culture plus de l'immédiateté ou de le Mm. service dans la grande réactivité, tu sais. Puis ça clasherait peut-être ou ça irait en peut-être contradiction avec nos propres valeurs ou notre propre façon de vivre euh, notre culture d'entreprise. Et ça, même si on est justement comme seul sur le bateau. Mais est-ce que tu verrais, par exemple, une distinction entre réfléchir à ça en termes genre de culture versus réfléchir à ça en termes de juste voici mon brand et voici ce que je veux représenter et je sais pas, je me pose vraiment la question à savoir s'il y a une distinction entre les deux. Bah, je pense que chaque boîte a sa culture d'entreprise. Certaines a fait le travail de l'expliquer, de la communiquer, ce qui est, je pense, énorme parce qu'on dézoome et c'est ça ce qui crée aussi une marque employeur, c'est ça qui permet d'attirer ou de repousser. Et quand on prend l'autre côté de la pièce, c'est quand on va travailler avec une entreprise, c'est de se dire, est-ce que moi je vais m'épanouir à travers la façon dont l'entreprise fonctionne? Moi, si j'étais à la place justement de quelqu'un qui va et bosser pour une boîte qui est dans l'immédiateté, etc., j'irais même pas en fait, parce que ça me correspond pas. Mais des fois, on a des surprises, on découvre au fur et à mesure, etc. Donc, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est quand on est dans un processus de recrutement, c'est de voir si l'employeur communique sur ses valeurs ou tout simplement de poser la question. Et peut-être que parfois, on peut être frustré quand on collabore avec une entreprise avec laquelle on fonctionne mal, parce qu'on n'a pas justement, nous, fait ce travail sur qu'est-ce qui est important pour nous, sur nos Mhm. valeurs. Et puis, peut-être qu'on est dans un manque, et donc du coup, on prend n'importe quel client, et ça peut être OK au démarrage. Moi, j'ai quand même vu que le jour où on prend la décision de ne travailler qu'avec des clients avec qui on a envie de bosser, l'univers conspire à écarter ceux avec qui on n'a pas envie de bosser et à nous ramener encore plus de gens avec qui on a envie de bosser. Et encore une fois, ça, c'est une décision qui est à prendre, qui est plus d'un point de vue mindset, mais c'est souvent ce qui se passe. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure que le jour où on a pris la décision de ne prendre dans nos programmes que des gens qui avaient cette énergie positive, ça a été un shift complet dans la qualité du groupe, c'était à peu près 5 ans, et qui est maintenant devenu une valeur cœur. Mais c'était dur au départ de se dire, bah non, on va pas prendre ton chèque,
parce que tu corresponds pas aux valeurs de la boîte. Et en fait, les valeurs, et c'est ça qui est intéressant, ou même la culture de boîte, après, quand elle arrive, parce qu'on parlait de brand, à s'inscrire dans la brand, quand tu regardes ce qu'on fait chez Squared, je pense que ça illustre le côté énergie. En fait, toutes nos valeurs sont de manière subliminale dans la brand, dans les couleurs qu'on utilise, dans les formes, dans le nom même. Tu vois, c'est Squared. Il faut savoir que nous, on est communauté et structure, très structurée. Mm. Donc ça va parler ici. Même si Squared, c'est très structure. Après, dans les images qu'on a, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup oui, de communautés, etc. Et donc, le marketing, après, attire naturellement à la fois les clients qui adhèrent à la valeur et aussi, en termes de marque employeur, va attirer les bonnes personnes pour travailler dans la boîte. Ouais, c'est un peu comme l'âme, dans le fond, de l'entreprise. Puis après ça, toutes les autres choses vont se... Toutes les autres... Tu sais, un brand, c'est un type de communiquer, c'est une façon de communiquer cette âme, que ce soit de façon visuelle ou avec les mots ou avec l'expérience client ou avec toutes ces autres choses. Mhm. C'est des concrétisations un peu, mais si je veux y aller spirituel un peu, ça serait un peu l'âme de l'entreprise, comment je le comprends. Spirituel et simple, j'aurais pu répondre avec juste c'est l'âme. T'as raison. C'est l'âme. Et ce que j'ai aimé aussi dans ton partage, c'est que je pense qu'il y a peut-être une rigidité aussi parfois aux gens de dire, OK, mais détermine c'est quoi tes valeurs, puis ça prend parfois un peu de va-et-vient, d'expérimentation, de être confronté à certaines situations pour spécifier c'est quoi qui est important pour nous, puis de comprendre aussi que d'élaborer sa culture ou de vraiment l'assumer, c'est un processus qui se fait aussi sur le temps. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais. Moi, je sais, par exemple, quand les premières valeurs cœur, enfin, je dis valeurs cœur parce que core value, on parlait de Mhm. l'inspiration américaine, là, on est en plein dedans. Mhm. C'est que je me suis inspiré d'autres boîtes et j'ai regardé toutes leurs valeurs à eux. Et en fait, il y en a qui ont résonné chez moi, où j'ai dit ah mais c'est trop moi ça, ou c'est trop Squared. Et donc ça a été les premières valeurs qui ont été ancrées, mais aussi avec la connaissance que des valeurs évoluent avec le temps. La boîte évolue, Mhm. c'est comme un organisme vivant. Alors, est-ce que l'âme évolue? Je ne sais pas, mais l'organisme de l'entreprise évolue. Et donc, c'est pas un truc qu'on réécrit tous les 3 mois ou tous les 6 mois, mais le fait, tu vois, de tous les trimestres avec l'équipe, on l'ajuste un peu. Tu vois, à un moment donné, on avait la cinquième valeur cœur qui est d'être un exemple. C'est juste ça. Mhm. En fait, être un exemple, ça parle pas. Mais en fait, on se rend compte que nous, on est dans la façon de fonctionner, on est un exemple épique, c'est-à-dire qu'on va, on va prendre les devants sur un truc, mais on va le faire avec un petit côté, tu vois, osé, épique, genre on fait, comment dire, on fait les choses de manière un peu extraordinaire. Enfin, c'est la façon de faire. Et donc voilà, c'est de se dire, bah, tiens, si on fait ça dans l'industrie, on va apporter cette nouveauté. Ça, on a un exemple parce qu'on lead le truc. Et en même temps, on fait un truc un peu épique, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va faire ça. Et donc, tu vois, au départ, le mot épique n'était pas du tout dedans. Et ça, c'est à travers Mhm. l'expérience, qu'on a fait évoluer la valeur cœur. J'aime ça. Ouais, j'aime, encore une fois, tu sais, pour en revenir avec l'organisme vivant, je suis 100% alignée avec ça, puis je pense que euh, c'est important de voir la flexibilité, mais aussi les cadres, tu sais, parce que comme tu disais avec Squared, structure, mais aussi à l'intérieur, il y a beaucoup de dynamisme. Ben, c'est un peu la même chose. Un organisme, ça a des limites Mhm. réelles, mais c'est en constante évolution et c'est en constant réaction aussi aux environnements, puis à l'apprentissage qui se passe dans l'organisme au fur et à mesure qu'il évolue. Ouais. Et peut-être ma dernière question pour toi, ça serait le lien avec la croissance. Tu sais, comme, bon, tu sais, je pense qu'on le comprend tous intuitivement que plus on a plus on est en contact avec le cœur de nos valeurs, de notre culture, de qui on est, de notre identité, plus ça va être facile d'attirer les gens dans notre environnement. En tant que CEO, de vraiment bien rester ancré dans cette identité, ces valeurs, ce cœur,
alors que justement, une croissance, c'est quand même un état d'instabilité, tu sais, c'est une déstabilisation des systèmes. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus important à se rappeler ou c'est quoi les aptitudes qui sont les plus importantes à développer pour rester justement ancré, puis pas se laisser distraire ou se laisser déstabiliser par peut-être l'énergie grandissante de la croissance? Quand tu parles de croissance, c'est développement commercial ou ça peut être plus holistique? Euh, les 2 là, tu sais, comme la vision genre grandit, donc là, peut-être qu'il va y avoir, des plus grandes équipes où il y a comme Ouais, on doit fermer certains projets, en rouvrir d'autres. Tu sais, le risque qui vient avec la croissance beaucoup là, ouais, aux différents niveaux heu, de l'entreprise. OK. Bah, si tu veux, la 1re étape dans la croissance, c'est que là, on a parlé de choses un petit peu, non palpables, les valeurs Mmh. cœur et cetera. C'est pas ça qui va faire rentrer de la trésor tous les mois dans la boîte. Donc derrière aussi, il faut être, comme tu le dis, les pieds sur terre. Il y a des stratégies marketing, commerciales à mettre en place. Le warning que j'ai et que j'ai envie de partager ici, c'est pour faire le lien avec la culture d'entreprise ou les valeurs, ça va être que d'utiliser des stratégies, qui fonctionnent, tout en veillant à ce que ça reste aligné avec qui on est, avec nos valeurs et cetera. Il y a des tas de façons de faire du marketing, des tas de façons de faire des commerciales. En fait, c'est pas parce qu'un tel a du succès et que ça fonctionne pour lui qu'il faut dupliquer, copier, coller ce qu'il fait. Parce qu'en fait, on n'a pas la même culture de boîte, on n'a pas les mêmes valeurs. Par contre, il faut aller s'inspirer de ce qui fonctionne et qu'on peut tout à fait adapter chez nous. Donc ça serait peut-être mon premier warning pour la croissance, on va dire purement commerciale. Et pour être un peu pragmatique aussi sur le sujet. Et puis après, la croissance, comme tu dis, en tant qu'entrepreneur, bah, on en a parlé, on change d'identité, on change de statut, d'artisan entrepreneur, entrepreneur chez entreprise, etc. Et il faut être aussi conscient que ce qui nous a amené ici n'est pas ce qui nous amènera là-bas. C'est encore une fois, c'est une traduction française d'une expression bien plus connue aux États-Unis. Et quand on est en croissance personnelle d'entrepreneur, notre vision s'élargit, notre faculté à voir dans le temps long aussi augmente. Je sais qu'aujourd'hui, des fois, je passe un peu pour un fou, mais j'ai une vision à 25 ans de ce que Squared va devenir. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, au départ, j'ai eu une vision à 3 semaines, non, à 3 jours de ce que j'allais faire, à 3 semaines, à 3 mois, à 1 an, à 3 ans. Et maintenant, j'ai cette capacité à voir beaucoup plus loin. Parce que aussi, bah, on développe ce muscle de la certitude, ce muscle de la confiance en soi. Au fur et à mesure, on a des équipes qui sont de plus en plus capées et efficaces. Et donc, du coup, ça nous autorise aussi à rêver plus grand. Parce que souvent, tu vois, je caricature un petit peu ce qu'on peut voir dans des séminaires de développement personnel qui vont t'emmener dans des niveaux émotionnels très très hauts. Tu rentres chez toi, tu as envie de tout défoncer, je vais conquérir le monde. Puis après, tu te trouves tout seul derrière ton ordinateur, ton bureau, et tu dis, bah en fait, non, quoi. Je me suis autorisé, mais en Mmh. fait, c'est pas pour moi. Et je pense que c'est ce côté, nous, en tout cas, avec nos membres, on travaille beaucoup sur la vision, et on veut des visions ambitieuses parce que c'est le fuel, c'est le carburant. Et juste, on leur dit, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux. C'est toujours pour l'entrepreneur des deadlines trop ambitieuses. Donc, il faut toujours Mmh. raisonner dans le Mmh. temps long et juste de se dire, OK, j'ai ce projet-là à 3 ans. OK, mais alors c'est quoi juste cette semaine ce que tu peux faire pour avancer vers ça? Et juste de ne pas être frustré parce que souvent, nous, dans notre tête d'entrepreneur, c'est très très clair dans notre tête où est-ce qu'on va, sauf qu'on a 1000 projets en même temps et on est hyper frustré, on culpabilise parce qu'on ne fait pas avancer. C'est genre juste one step at a time. On avance au fur et à mesure et je sais que c'est un peu un mot d'ordre dans nos programmes de t'as pas d'objectif trop ambitieux, c'est trop cool. D'ailleurs, ça fait partie du fuel qui va t'amener là-bas. Juste attention aux deadlines et aux Mmh. ressources nécessaires pour mettre ça en place. Ouais, nos capacités dans l'immédiat versus, Ouais, ce qu'on d'être en paix essaye avec ça, c'est de grandir, ouais, de faire grandir. Puis j'avais dit que c'était ma dernière question, mais j'en ai vraiment une autre qui est comme vraiment, je pense, importante. Et tu sais, tu as dit que tu avais plusieurs tu es passé à un mode plus serialpreneur où est-ce que tu as plusieurs, ouais, entreprises. Maintenant, la division entre ton identité, tu sais, comme tantôt on parlait, l'âme de l'entreprise, c'est sa culture. Est-ce qu'il y a un moment où tu as fait le shift ou le changement entre l'entreprise, c'est moi et mmh, maintenant je suis au service de l'entreprise? Tu sais, parce que c'est pas,
un moment donné, elle prend vie, là, elle a son propre momentum, puis aussi son tu sais, tu restes quand même le gardien de la vision, mais ça devient plus que toi. Hem, Mmh. Comment ça a été pour toi ben, premièrement, est-ce que tu as vécu ça et comment est-ce que ça a été pour toi si ce transfert de vision dans un certain sens? Alors je l'ai vécu et tu vois, je crois que c'est la première fois qu'on me pose la question. Je crois que je l'ai pas encore conscientisé pour te le décrire étape par étape, mais je vais essayer Mmh. de partager un peu ce qui s'est passé pour moi. La première des choses, c'est qu'effectivement, pour tous ceux qui étaient là au début du podcast, enfin qui sont encore là, je parlais que j'ai commencé en 2008 où purement c'était moi et mon expertise, et cetera. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on s'entoure d'équipe, bah déjà, on passe dans un plan qui est plus le même. C'est un collectif, c'est un groupe. Et puis quand on commence à travailler sur ces notions de mission, de valeur, de vision, on se rend compte que c'est pas juste soi-même. Même si on contribue à ça, c'est l'organisme, la boîte qui, comment dire, est le vecteur de ça. Je pense que cette dissociation entre Squared et moi, elle a dû arriver il y a peut-être 4-5 ans. Mais elle a vraiment été matérialisée quand on a fait le travail de rebranding. C'est-à-dire qu'avant, Mmh. bah, c'était Romain Collignon. On était connus pour le nom de nos masterminds qui sont le Mastermind 67, Mastermind 78. Mais on n'avait pas, si tu veux, cette maison mère, cette identité de marque Squared, sur lequel on a travaillé avec une agence bah, voilà, de com, Mtamar. Enfin, tu vois, pour travailler la brand, c'est essentiel, qui a finalement donné vie à cet organisme, lui a donné une identité, lui a donné un caractère, une personnalité, qui du coup se retrouve sur un site web, se retrouve sur nos réseaux sociaux. Et donc ce travail finalement de dissociation, où bah, il y a le fondateur de Romain Collignon, Squared maintenant. Enfin, ce travail a été pour préparer justement c'était pour matérialiser quelque chose qui était déjà clair dans ma tête, mais c'était aussi pour préparer le futur, de se dire bah ok, maintenant c'est Squared, je suis toujours là pour l'impulsion. Maintenant c'est un collectif, c'est une équipe. On met beaucoup en avant notre équipe. Pour moi, m'éclipser, mais je suis toujours dans la vision, je suis toujours dans des endroits importants. M'éclipser, mais aussi pour pouvoir monter un autre projet d'entreprise. C'est aussi une notion, et ça se voit. Je ne sais pas si on est les premiers, peut-être pas les premiers, mais dans l'infoprenariat, la valorisation de l'infoprenariat, je connais un exemple où il y a une revente de boîte. Mmh mh. Parce que Mmh. justement, très lié à la personnalité et à la brand Mmh. du fondateur ou de la fondatrice. Et ça, c'est des sujets qu'on va voir de plus en plus. Donc, tu as différents business models autour de ça. Tu as des gens qui se disent, OK, c'est une machine à cash pendant tant d'années, je passerai à un autre projet plus tard. Moi, j'ai une vision beaucoup plus bon père de famille où j'ai vraiment envie de créer Expert quelque chose, tu vois, sur les 25 prochaines années. Et pour faire ça, en fait, il faut juste que j'ai des relais. Je peux pas faire ça tout Mmh. seul, les équipes. Et je trouve que, ouais, voilà, donc pour répondre concrètement à ta question, c'est quand il y a eu ce travail de marque qui a permis de dissocier l'entrepreneur personne physique de l'entreprise personne morale. Ouais, puis je pense que on en revient à ce que tu disais au début de la dernière phase, qui est la phase d'investisseur, où tu comprends aussi que, hem, c'est ça, ça devient un véhicule de valeur et de richesse, Mmh. mais c'est plus nécessairement un une équivalence avec ta valeur et ta richesse. Tu sais, il y a comme hem, ce switch que je pense que beaucoup d'entrepreneurs web sont pas encore rendus nécessairement à faire. Heu, Puis c'est correct, là, on est dans un marché qui évolue, mais comme tu dis, genre, ça va se passer de plus en plus cette dissociation. Mmh. Ouais, je pense. On va le voir de plus en plus. Magnifique. Waouh, Romain, c'était vraiment fascinant et très, très riche et genre, ça me donne envie de plonger encore plus dans ton cerveau de CEO. Hem, Comment on peut te suivre? Comment on peut, hem avoir le meilleur, dans le fond, de Squared? Est-ce que tu as une infolette? C'est quoi tes plateformes? Ou vos plateformes plutôt, je devrais dire. Celle où on peut communiquer ensemble, ça va être Instagram. Je réponds Mmh. à tous les messages sur mon profil perso. Après, si c'est plus sur Squared, on a l'équipe qui est sur Squared et on partage plein de trucs. Et peut-être pour rentrer un peu plus en profondeur sur, comme si vous étiez avec nous dans les masterminds, j'ai un podcast qui s'appelle Structure et sur lequel, en fait, c'est ces discussions qu'on a avec les membres, et qui, du coup, on traite des sujets que tout entrepreneur en ligne
a envie d'adresser du plus simple au plus avancé. Donc, chacun y trouve son compte. Magnifique. Merci, on va mettre tous les liens dans les notes de l'épisode comme d'habitude et on vous invite à aller voir ce que Romain et ses équipes font. Puis on n'a pas nommé toutes tes autres business, mais il y avait Fractional, c'est ça? Ça, c'est ton autre entreprise avec Tout à fait. les OPM. Est-ce que tu en as d'autres ou c'est vraiment ces deux-là sur lesquels tu te concentres? Non, il y a déjà 2, donc j'arrive Ouais, à structurer mon semaine entre les 2. Et mais c'est déjà très bien, je suis déjà très fier. Ouais, non, je voulais juste pas laisser de côté tes autres petits s'ils étaient pas trop loin. Magnifique. Merci beaucoup pour ton temps, Romain. Avec un grand plaisir, Tatiana. À bientôt. À bientôt. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.